Je m'appelle Antoine Manèche, j'ai 17 ans, je suis, HPI et potentiellement HPE, ça je n'en ai pas encore la certitude. Je suis en train de faire des études de compta-gestion sur Amiens, parce que j'habite, à côté d'Amiens et donc j'ai comme projet de faire connaître au grand public, les spécificités des HPI et HPE, pour, éviter les clichés, possibles comme, les HPI, réussissent partout ou alors d'autres clichés de ce type-là. Donc pour cela, je t'ai contacté, pour pouvoir m'aider à concrétiser ce projet. Voilà OK. et quel est ton métier et donc comment pourrais-tu m'aider dans ce projet? Alors en fait, moi actuellement j'ai plusieurs métiers. Je suis, prof de PS depuis plus d'une vingtaine d'années. Je suis aussi enseignante d'autorégulation, c'est-à-dire que dans mon collège, on est le premier collège en France et j'en suis très fière à avoir intégré un dispositif d'autorégulation pour l'inclusion des enfants autistes, des élèves autistes et à disposition et pour le bénéfice, de tous les autres élèves et ça aussi c'était très important dans ce projet. Et à côté de ça, j'ai une activité, je dirais d'accompagnement parce que, le mot coaching est selon moi trop réducteur et parfois mal interprété. Donc je tiens beaucoup au mot accompagnement parce que l'idée c'est vraiment, d'accompagner des enfants, des ados, des adultes dans la découverte de leur singularité et dans la pleine expression agréable, sereine, en paix de cette singularité. En fait, ça fait plus de 20 ans que je travaille, sur la psychologie, la philosophie et tous ces domaines-là et depuis plus de 15 ans que j'ai découvert, ce qu'est le haut potentiel intellectuel, qu'il a percuté, alors il est rentré d'abord dans ma vie professionnelle, grâce à des élèves, avec lesquels j'avais un super feeling et qui du coup, se sont présentés avec cette identité-là sans vraiment savoir ce que c'était. Donc ils m'ont demandé de l'aide pour essayer de découvrir, ce qu'on pouvait faire avec ça et il se trouve que ça a percuté ma vie familiale, mes enfants, ma propre singularité et finalement la singularité de beaucoup de gens qui sont autour de moi. Et si cette aventure n'avait été qu'une aventure, on va dire, identitaire ou réductrice, je pense que j'en aurais vite fait le tour et que ça m'aurait lassée. Mais, ce sujet a été le point de départ, ou en tout cas dans la continuité d'une aventure humaine bien plus large et bien plus passionnante, qui m'a amenée à mieux comprendre, l'être humain de façon générale et pas seulement certaines personnes, mais vraiment, le fonctionnement universel de l'être humain avec toutes ses facettes et on pourra en parler dans notre travail, dans notre interview. Et ça a été un merveilleux prétexte pour explorer des sujets que j'adorais déjà, mais qui sont, la philo, la psycho, mais aussi, la biologie, les neurosciences, la physique quantique, les toutes les approches spirituelles. En fait, ce doux mélange m'a permis d'avoir, une vision plus complète, plus globale de ce que pouvait être ce sujet particulier et en quoi il pouvait être une fenêtre ouverte, non seulement sur soi, mais sur les autres. D'accord. Voilà, je ne veux pas faire trop long, mais c'est une aventure que j'invite tout le monde à fai à entreprendre parce que c'est une aventure qui est une très belle aventure. Nickel. On peut commencer l'interview Ouais, avec si plaisir. alors pour vous, qu'est-ce qu'un HPI pour commencer, puis ensuite un HPE? Et pourquoi ces 2 pourraient être ou sont liés, directement? Alors, on commence par une question qui finalement est très vaste. Oui. Il y a plein de définitions de ce qu'est, le HPI, le HPE. Alors, j'ai, quand je fais des conférences, j'ai préparé, quelques slides qui peuvent servir, si tu es d'accord, de support, à mes réponses. Alors, d'abord, c'est une question de vocabulaire. Tous les mots que vous avez sous les yeux signifient ou définissent, a priori la même chose et quand on voit qu'il y a autant de mots pour définir, un truc, on se dit que c'est que ça doit pas être si simple que ça à définir. Donc je vous laisse le temps de les lire. C'est pas une conférence, c'est une interview donc je vais aller assez vite mais il est très important de comprendre que tous ces mots, qui revêtent parfois des significations ou des croyances ou des fantasmes, différents, veulent dire, la même chose, définissent a priori le même groupe de personnes. Mmh. Heu,
Ce que l'on retrouve de façon, caractéristique, et là je reprends les propos de Fanny Nussbaum, c'est effectivement une hyperspéculation, une capacité ou une propension à se poser des questions sur tout et dire et les autres sur tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est une caractéristique effectivement très importante. Une hyperacuité, ce qu'on appelle l'hyperacuité, en tout cas moi ce que je mets dans l'hyperacuité, c'est une hyperacuité sensorielle, donc c'est, effectivement, une hypersensorialité et une hypersensibilité, sensitif et sen et sur le plan émotionnel. Ça, ce sont des caractéristiques qui sont effectivement, que l'on retrouve, chez la plupart des personnes, à haut potentiel. Et en fait, une hyperlatence, l'hyperlatence, c'est la propension à créer des liens. Alors à créer des liens entre les sujets, à créer des liens entre, les événements et à créer des liens entre les connaissances et à créer des liens également, entre les gens, avec les gens. Une envie très forte d'être utile, une envie très forte d'avoir, que notre vie ait du sens, une envie très forte d'être tournée vers l'autre, mais bien souvent, maladroitement. Ce qui fait qu'en fait, ce besoin, heu, ce besoin vital de lien est parfois perturbé par des difficultés relationnelles, par des difficultés émotionnelles, par tout un tas de choses qui peuvent venir, entraver cette volonté. Donc ce qui me semble véritablement, caractéristique, du haut potentiel, c'est pas tant un fonctionnement différent. C'est-à-dire que pour moi, la personne à haut potentiel n'est pas un extraterrestre. Heu, j'ai tendance à utiliser le terme plutôt terrestre extra, mais quand je dis ça, il n'y a pas de, ça n'a rien de méprisant pour les autres. En fait, ce que j'appelle un «autre», pour pas utiliser le mot neurotypique, avec beaucoup de bienveillance de ma part, parce que véritablement, il n'y a aucune notion d'élitisme, aucune notion, d'être élu. On est vraiment fait pour vivre ensemble, mais avec des rôles différents, des caractéristiques différentes, une façon particulière de percevoir de percevoir le monde, mais où chacun a sa place et son utilité. En fait, le mode de fonctionnement du haut potentiel est assez universel, c'est-à-dire qu'on y retrouve, et c'est ce que disent beaucoup d'auteurs d'ailleurs, qu'il y a rien de très différent, et en même temps, la grande différence, c'est l'intensité. C'est-à-dire que, on retrouve un fonctionnement universel de l'être humain avec certains aspects qui sont exacerbés, avec une espèce d'amplificateur dans la plupart des 6 cordes, que j'ai tendance à définir. En fait, j'explique que nous sommes un peu comme une guitare, que nous sommes un peu comme un instrument de musique à 6 cordes. Nos 6 cordes sont effectivement, on parle beaucoup de la corde mentale. Dans le haut potentiel, on le définit par rapport au QI, on parle beaucoup de l'aspect intellectuel. C'est à mon sens une première approche, mais une approche, si on ne reste que là-dessus, c'est un cul-de-sac. C'est, la surestimation de l'intellect est quelque chose qui socialement est accepté, mais on dit souvent: «Je suis intelligent, mais» il est intelligent ou elle est intelligente, mais elle est hypersensible. Comme s'il y avait une espèce de prix à payer qui était la sensibilité. On dit rarement: «Il est sensible, mais il est intelligent». C'est on le présente rarement comme ça. Or, l'intelligence sur le plan intellectuel est indissociable de l'intelligence sur le plan émotionnel, est indissociable selon moi de l'intelligence corporelle, de l'intelligence, alors j'ai dit intellectuelle, émotionnelle, corporelle, de l'intelligence, de cette la capacité à pouvoir gérer ses émotions, de l'intelligence émotionnelle, mais il y a également une dimension énergétique dans l'être humain qui est souvent taboue, et si on ne parle pas de la dimension énergétique à une personne à haut potentiel, on passe à mon sens complètement à côté du sujet. Et enfin, une dernière dimension qui, elle aussi, est souvent taboue, qui est la dimension spirituelle. Alors, la personne à haut potentiel a tendance à se poser beaucoup de questions existentielles. Ça n'a rien à voir avec l'aspect religieux, mais en tout cas, ça a un aspect avec, ce qui est de l'ordre de la question métaphysique. C'est, à quoi je sers? Où je vais? Quelle est la place de la vie, de la mort? Et ces questions-là sont véritablement, on les retrouve de façon essentiellement, heu, de façon, exacerbée chez la personne à haut potentiel. Donc voilà, pardon, c'est un petit peu long. J'ai envie de dérouler toute la pelote, mais, je vais vraiment respecter le principe de l'interview, donc je vais essayer de scinder les réponses.
Pas de souci. Très bien. À combien estimez-vous le nombre de personnes HPI en France, si vous avez une estimation? Alors, ben là, je vais, au risque de paraître alternative, mais je suis un peu en rupture avec ce que l'on peut lire, mais de façon expérientielle parce que, comme je le dis, ça fait plus de 15 ans que je travaille sur le potentiel. Je côtoie des adolescents, tous les jours dans le cadre de mon métier. J'en côtoie, bien entendu, comme tout le monde à l'extérieur. La courbe de Gauss qui est souvent présentée et qui ne laisse la place qu'à 5 puis 2,3 au-delà de 130, ne correspond pas à ce que nous pouvons vivre dans la réalité. Alors, pour plusieurs raisons. À mon sens, déjà, la première, c'est que, toutes les personnes porteuses également de troubles tels qu'un trouble déficit de l'attention, un TSA, des troubles 10 sont, échouent aux tests et du coup ne sont pas repérés par les tests. Or, on sait qu'il y a une grande partie de la population qui a un fonctionnement au potentiel, ce fonctionnement extrêmement intense, amplifié. Des cordes, j'ai pas fini, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas fini ma métaphore avec la guitare, les 6 cordes de guitare. Et si effectivement je tire toujours sur la corde intellectuelle ou si je ne me fie qu'à la corde intellectuelle, je ne peux pas jouer la musique de cette guitare. Or, or, il y a plein de sortes de guitares et le haut potentiel est comme une guitare, qui serait puissante et qui aurait, une grosse caisse de résonance. Et Mmh. donc, pour la personne au potentiel, il est selon moi d'autant plus important, vital, et c'est de l'ordre même de sa responsabilité, de savoir accorder chacune de ses cordes pour que sa musique soit agréable à entendre, et pour lui-même et pour les autres. Et, et du coup, le nombre de personnes qui auraient ce type de guitare est, à mon sens, bien au-delà des 2,3. On dit que dans la population, il y a une dizaine de pourcents de personnes, avec un trouble 10. Je pense que je mettrais un pavé dans la mare si je disais qu'il y avait à peu près 10 de personnes à haut potentiel, ce qui laisse quand même 90 de la population qui ne le serait pas. On est très large. Alors pour couper la poire en 2 et comme très honnêtement, heu, aucune étude ne nous permet véritablement de savoir, il faudrait tester toute la population pour le savoir. Je me permettrais de dire entre 5 et 10. Ça n'a rien de scientifique comme réponse, mais c'est une réponse qui a le mérite d'ouvrir la porte à plus que 2,3. Très bien. Est-ce que les HPI ont j'aime pas le mot pour les HPI, mais des avantages et des inconvénients, même si c'est pas le mot que j'aimerais utiliser, mais j'ai pas le mot, Mais je crois qu'en toute chose, il y a des enfin, toute chose a des avantages et des inconvénients et je crois que le fonctionnement HPI a les inconvénients de ses avantages et les avantages de ses inconvénients. C'est-à-dire que, la méconnaissance du fonctionnement de toutes ces cordes dont j'ai parlé, l'aspect intellectuel, émotionnel, relationnel, énergétique, spirituel, corporel, la méconnaissance de ces fonctionnements est d'autant plus délétère chez une personne à haut potentiel puisque tout est extrêmement intense. Chaque corde résonne de façon plus forte que le reste des gens. Du coup, quand vous jouez mal d'un instrument, et ben, ça fait d'autant plus mal aux oreilles et donc mmh, au cœur, au corps et aux émotions. Les retentissements sont d'autant plus importants que lorsque vous avez un instrument qui joue des choses, on va dire, plus douces et plus discrètes. mmh, Donc en fait, ce qui va venir, la méconnaissance de ce mode de fonctionnement, je pense que la plupart des gens méconnaissent. Malheureusement, on nous apprend pas assez comment on fonctionne de façon universelle. Et la plupart des gens, heu, ont un fonctionnement intuitif, reproduisent comment ils ont vu jouer de la guitare par leurs parents, leurs grands-parents et les gens qui sont autour d'eux. Mais pas en sachant vraiment, pas en ayant appris à jouer. mmh, Et donc beaucoup font des canards, beaucoup jouent des mélodies qui sont pas forcément harmonieuses, mais sans grandes conséquences. Ce qui fait que chez un autre, les conséquences sont moins importantes. Ça peut le rendre, il y a plein de gens qui sont mal à l'aise dans leur travail, il y a plein de gens qui sont mal à l'aise dans leur vie. Par contre, chez les hauts potentiels, la méconnaissance de ce mode de fonctionnement, le fait de jouer une musique qui ne lui correspond pas, génère une véritable souffrance, mmh. génère quelque chose de beaucoup plus intense. Les effets sont beaucoup plus délétères. Du coup, c'est la raison pour laquelle j'explique qu'il est d'autant plus important, vital, que c'est une vraie responsabilité pour la personne à haut potentiel
de comprendre ce mécanisme, de comprendre d'apprendre à jouer, de comprendre ce solfège, qui est, la nature humaine. D'accord. J'ai une question qui est, un peu plus personnelle, qui était pas dans mes questions prévues, mais, moi, par exemple, enfin, pour moi, ce qui est très, très important, je ne sais pas si c'est chez tous les HPI ou non, mais par rapport à l'injustice, par exemple, je suis très, très, très difficile avec ça parce que je ne supporte pas, absolument pas l'injustice. Et est-ce que c'est chez tous les hauts potentiels ou alors certains uniquement ou? Alors dans les conférences que je peux faire, je peux vous mettre, alors attends, je peux te mettre le tableau. Page. Voilà, en sachant qu'une personne HPI n'est pas tout ça. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement le premier de la classe, elle ne sait pas tout sur tout, il n'est pas nécessairement peur en maths, c'est pas forcément l'intello de service, c'est pas forcément drôle à vivre tous les jours, il n'a pas forcément réussi professionnellement, il n'est pas nécessairement célèbre, il n'est pas nécessairement reconnu pour ses talents, d'ailleurs il ne les connaît pas toujours, et il n'a pas forcément fait de longues études. Ça, c'est souvent les clichés qu'on peut avoir. Euh, et qu'en fait, il peut être tout à la fois. Il peut être brillant, moyen ou en échec scolaire. Il peut être désinvesti ou passionné. Il peut être constant ou sélectif. Je passe rapidement, mais chacun mériterait de s'arrêter un peu. Il peut être intro ou extraverti, rebelle ou adapté, bordélique ou maniaque, victime ou bourreau, créatif ou hypernormé, heureux ou en souffrance, sportif ou pas, musicien ou pas, manuel ou intellectuel. Et quand on dit ça, on dit, mais alors, comment on fait pour les retrouver? Il est très important de savoir que chacun de ces éléments ne suffit pas à définir. Il n'y a pas un portrait robot de la personne HPI. Il y a 1000 façons d'être au potentiel et de le vivre. Et donc là, je me suis amusée à faire une petite liste qui n'est absolument pas exhaustive, mais ça ne logeait plus à la fin dans la diapo, ou alors c'était trop petit pour qu'on puisse le lire, donc ça devenait plus intéressant. Mais en fait, c'est la somme des croix que vous pouvez cocher qui permet d'avoir quelques soupçons sur ce mode de fonctionnement. Et dans cette liste, autant il y a des choses qu'on peut voir de façon anecdotique chez certaines personnes, euh, autant, euh, autant certaines, on les retrouve quasiment systématiquement. Et là, ce que tu soulignes, c'est ce besoin de justice, ce sens de la justice très fort. Ça fait partie effectivement des choses que l'on retrouve. Mais en fait, c'est pas tant la justice. On utilise le mot justice, mais des fois, c'est pas forcément juste. C'est vu de sa propre porte, c'est vu à travers ses propres croyances, ses propres représentations, sa propre éducation. Je dirais que la personne à haut potentiel a des valeurs très hautes, a des idéaux très forts. Et comme le reste, c'est-à-dire que tout le monde, un autre aussi, a des valeurs et des idéaux, mais c'est toujours une notion d'intensité, c'est toujours une notion de curseur. Et donc, à chaque fois que ça vient contrarier, contredire ces idéaux, ça crée de la disharmonie, ça crée de la discordance. Et ça, le haut potentiel, il ne supporte pas. Le haut potentiel, il a besoin d'harmonie, il a besoin de cohérence. Et quand ce qu'il perçoit est incohérent entre l'extérieur, enfin, quand ça crée de l'incohérence entre l'extérieur et l'intérieur, son job, il prend son glaive, il prend son cheval, parce que son job dans la vie, c'est de créer de l'harmonie et de la cohérence. Des fois, c'est pas forcément très juste. Des fois, c'est pas forcément, c'est avec de bonnes intentions, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il le perçoit. Et c'est très important de faire la différence entre justice et justesse. Ça peut faire l'objet, d'une longue discussion. Le fait d'avoir raison, le fait d'avoir peur d'avoir tort, le fait d'avoir peur de perdre quelque chose quand l'autre n'est pas d'accord ou quand on voit des choses qui sont discordantes avec ses propres croyances, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui est un véritable apprentissage et indispensable chez la personne à haut potentiel pour qui les choses résonnent très fort. D'accord. Et c'est vrai qu'en lisant les observables, je vois beaucoup de points qui me correspondent aussi, personnellement. Je n'en doute pas. Ça, c'est une question plus pour ceux qui n'ont pas encore été diagnostiqués. Est-ce que toutes les personnes HPI ou HPE se sentent mal ou ont des difficultés sociales, scolaires ou professionnelles avant d'être diagnostiquées HPI ou HPE, ou alors il y en a qui réussissent parfaitement et qui sont diagnostiqués HPI par la suite? Alors, je dirais qu'il y a tout. Bien heureusement, on peut être très heureux en étant HPI.
Et on peut du coup ne jamais véritablement se poser la question parce qu'il suffit d'être un poisson dans l'eau. C'est-à-dire que quand on a un entourage qui valide ce qu'on est depuis qu'on est enfant et quand on est dans des environnements qui en fait ne font pas obstacle à ce mode de fonctionnement, bah forcément c'est toujours plus simple. Il suffit d'avoir en plus un profil très hétérogène, ça permet de pouvoir s'adapter beaucoup plus facilement parce que l'adaptation est une vraie capacité, une vraie forme d'intelligence. Maintenant, il est vrai que parmi les gens qui sont bilantés, parmi les gens qui font des tests, beaucoup sont des gens qui sont en souffrance et qui ont besoin d'une réponse à cette souffrance. C'est la raison pour laquelle, statistiquement, il est difficile de savoir combien ça représente de personnes dans la population, parce que la plupart des gens qui consultent parce qu'il y a un obstacle, parce qu'elles ont un besoin de réponse. Donc, effectivement, chez les personnes qui vont consulter, il y a plus de gens pour qui c'est compliqué à vivre que de gens pour qui c'est facile à vivre. Maintenant, ça n'exclut pas qu'il y ait des gens pour qui c'est facile à vivre et qui en entendent parler et ont besoin d'apprendre à se connaître et vont faire vérifier, valider que ce soit bien leur mode de fonctionnement. Rien n'est exclu dans ces différents profils. Mais statistiquement, il y a plus de gens qui le vivent mal et qui vont chercher des réponses. D'accord. Ça, c'est pas personnel, mais c'est plus pour les enfants ou adolescents. Combien, si tu sais, combien de pourcentage de HPI ont le bac? Parce que j'ai vu qu'il y Aucune avait... idée. Il y a des vieilles phrases qui tournent et qu'on lit dans beaucoup de bouquins, mais qui n'ont aucun fondement véritablement sérieux. Un tiers, un tiers, un tiers. Alors, en disant ça, on ne se mouille pas, hein, parce que la règle des un tiers, un tiers, un tiers, ça marche à peu près dans tout. Donc, un tiers serait en échec scolaire, un tiers moyen et un tiers en réussite. Ce qui est vrai, avec l'expérience que je peux en avoir, c'est que je vois de tout. Et c'est la raison pour laquelle je le disais tout à l'heure dans le petit tableau que j'avais fait, c'est que j'en retrouve brillants, j'en retrouve qui s'ennuient et qui ont des résultats tout à fait moyens, donc chez lesquels on ne pourrait pas soupçonner des capacités supérieures, et j'en ai qui sont en rupture complète. Donc, j'ai vraiment de tout. Et pour peu que tu rajoutes, par exemple, un trouble 10 sur un haut potentiel, la scolarité n'est pas la même. Tu y rajoutes là-dessus un trouble avec déficit de l'attention, la scolarité n'est encore pas la même. Les centres d'intérêt, quand on a un centre d'intérêt, quand on est très stimulé par des choses qui sont valorisées à l'école, je suis très bon en maths, eh ben, c'est plus facile d'aimer l'école. Mais si, par exemple, je suis très fort en musique, eh ben, je vais moins retrouver de choses qui peuvent me plaire à l'école. Donc, c'est vraiment très variable. Et ce qui est très important, par contre, ce qui est très important à retenir, c'est que je peux être en échec scolaire et effectivement être à haut potentiel. Mais que je peux très bien réussir à l'école et pas forcément être à haut potentiel. Ça, c'est un sujet de débat dans la population, ça. Je me reconnais, oui. Bah, moi, c'est compliqué. J'ai pas mal de soucis avec ça aussi parce que je suis pas forcément brillant non plus, mais je m'ennuie en cours. Donc, par exemple, c'était il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un mois, j'ai dit à ma mère Alors, je vais mettre ma qui veste chaque fois. donc j'ai quand même été diagnostiqué il y a 12 ans. Ma mère est professeure des écoles, donc a eu des HPI dans sa classe. Et, et je lui ai dit, bah, en cours, je m'ennuie un petit peu. Il y a des cours où j'ai envie de dormir. Et elle m'a dit, mais je comprends pas. Pourtant, tu n'as pas 20 dans toutes les matières. C'est pas normal. Et bon, après, c'est parti. J'ai dû lui sortir un livre sur les HPI, Ça, c'est mais quelque chose qui est très difficile à comprendre pour un autre. Et encore une fois, quand je dis le mot autre, il n'y a vraiment aucun mépris parce que vraiment, moi, j'aime vivre au milieu des autres, au milieu de tout le monde. Euh, c'est juste, on va dire, un code de langage pour pouvoir comprendre et faire la différence. Et encore, dans les autres, il y a mille variantes. Hein. C'est une palette de couleurs. Mais il est difficile pour quelqu'un qui n'a pas ce mode de fonctionnement de comprendre qu'on puisse s'ennuyer sans avoir donné le max. Pour s'ennuyer, il faut être à 20 et du coup ne plus rien avoir à apprendre. Chez la personne à haut potentiel, il y a le mot sens à 3 sens. Le mot sens, c'est être stimulé sensoriellement, être stimulé émotionnellement et être stimulé dans l'utilité que ça peut avoir, le sens que ça peut avoir dans sa vie.
S'il manque un des 3 pieds à ce tabouret, eh ben, on se casse la figure, on a du mal à garder la motivation, on a du mal à s'engager. Tant qu'il y a ça, le HP, il va s'engager. Et puis, si au bout d'un moment, il y a un des pieds qui commence à être moins solide, parce qu'il en a fait le tour, parce que ça le stimule plus sensoriellement, parce que ça le touche plus, et ben en fait, il va se désengager. Même s'il était brillant, il est capable de laisser tomber un truc dans lequel il était brillant. Ça aussi, c'est difficile à comprendre pour un autre, parce que si on est brillant, on lâche pas le truc, quoi. Si on a la chance d'être brillant dans quelque chose, on ne le lâche pas. Or, le HP, s'il y voit plus de sens, ou si ça le stimule plus, il va avoir tendance à le zapper et à passer à autre chose. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il s'en servira pas ou qu'il le recyclera pas autrement, mais en tout cas, il peut s'en désengager. Et à l'école, s'il n'y a pas ces 3 notions, s'il ne se sent pas stimulé, s'il ne se sent pas engagé, s'il ne comprend pas quel sens ça peut avoir dans sa vie et si ce n'est pas cohérent, eh bien, en fait, il va avoir du mal à accrocher. Et l'ennui chez la personne à haut potentiel, c'est vraiment très caractéristique. C'est une petite mort, c'est de l'angoisse. C'est pas un truc, je m'ennuie, je me tourne les pouces, je sais pas quoi faire. C'est je meurs. C'est si ça continue comme ça, je, je ne me sens plus vivant. Je ne me sens plus utile. Je ne me sens plus stimulée. Et c'est véritablement une source d'angoisse importante chez la personne à haut potentiel. D'accord. J'ai une dernière question assez personnelle, enfin assez personnelle, que j'avais à te poser. C'est pour casser un cliché. Est-ce que être HPI est une maladie? Non, mon Dieu. C'est un cliché Non, qui peut ressortir. c'est pas une maladie. D'abord, sur le plan biologique, on sait qu'il y a une composante génétique importante. C'est-à-dire que dans des fratries, on en a plusieurs, on retrouve souvent un parent, voire 2 parents à haut potentiel. Mais depuis toutes les découvertes en épigénétique, la porte est ouverte sur bien d'autres aspects également, c'est-à-dire sur le fait qu'on puisse exacerber ce mode de fonctionnement à la suite, par exemple, d'un trauma, à la suite d'une situation où l'être humain a besoin d'absolument toutes ses ressources. Donc, en fait, il y a un côté génétique important, mais on n'exclut pas, et je serais ravie de travailler là-dessus si des chercheurs sont OK, on n'exclut pas qu'il puisse y avoir des phénomènes, des situations de vie, des circonstances qui puissent déclencher en fait ce mode de fonctionnement. Et l'épigénétique, en tout cas, laisse la place, laisse la porte ouverte à ce mode d'interprétation, à cette éventualité-là. Mais c'est en aucun cas une maladie. Le problème, c'est que la psychiatrie taxe souvent des symptômes de mal-être comme des maladies. Donc, on retrouve beaucoup de diagnostics de bipolarité, de diagnostics de schizophrénie, de diagnostics de dépression. C'est très médicalisé pour certains. Les approches sont très médicalisées. C'est effectivement, selon moi, une grave erreur, mais encore faut-il pouvoir faire le discernement en sachant que ce n'est pas incompatible. On peut être à haut potentiel et être malade, mais en tout cas, le haut potentiel en lui-même n'est pas une maladie. C'est un mode de fonctionnement exacerbé, amplifié, mais qui est un mode de fonctionnement à la base universelle. D'accord, très bien. Ensuite, je me suis permis, je suis sur un groupe HP sur un réseau social, et je me suis permis de faire un sondage sur savoir si même la communauté pensait que le grand public connaissait les HPI ou pas. Et sur 65 personnes, il n'y a que 5 personnes qui ont trouvé que oui, c'était bien, enfin, qu'on était bien représenté au niveau que le grand public connaissait assez les HPI, et presque tous les autres ont répondu que non. Donc par la suite, j'ai, j'ai réussi à avoir des questions de ces personnes qui ont trouvé que non, qui sont assez précises quand même. Il y a des personnes qui m'ont demandé où trouver le bouton off, par exemple, parce qu'ils avaient trop de pensées, même pour dormir, ça devenait compliqué. D'autres personnes m'ont demandé comment limiter les débordements d'émotions. Ça, c'est plus au niveau des HPE aussi. Une troisième personne m'a demandé comment s'accepter tel que l'on est avec ses particularités.
Et une quatrième personne m'a demandé directement de l'aide car sa fille de 6 ans a été diagnostiquée HPI et c'était déjà compliqué pour la maman de la gérer. Donc, on va commencer par est-ce qu'il y a un bouton off pour ces personnes HPI, même si c'est assez compliqué et assez précis. Alors, en fait, là, toutes les choses dont tu fais part sont vraiment ce que je retrouve dans tous les mails des gens qui viennent vers moi. D'abord, quand on découvre qu'on est HPI, alors on le découvre ou à l'occasion d'un bilan, ou à l'occasion de lecture, ou à l'occasion de lecture qui nous amène à faire un bilan, ou à l'occasion de lecture qui ne nous incite pas ou pour autant à faire un bilan. Mais la compréhension de ce qu'est le haut potentiel est une première étape intéressante. Mais elle ne suffit pas. Moi, la plupart des gens qui viennent me voir sont bilantés ou ne le sont pas. D'ailleurs, je suis profondément attristée de ces débats qui ont beaucoup lieu sur Internet entre ce qu'ils appellent les autodiags, c'est-à-dire les gens qui se seraient autodiagnostiqués au potentiel contre ceux qui seraient bilantés. Je trouve que c'est une guerre fratricide qui n'a aucun sens et qui ne fait absolument pas avancer le sujet. Véritablement, c'est vraiment créer du conflit au sein même de gens qui pourraient éventuellement se reconnaître, comme s'il y avait une légitimité bien plus importante avec le bilan. Enfin, j'ouvre une parenthèse que je referme volontairement, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je trouve véritablement dommage. Et donc, du coup, pardon, oui, les gens viennent à ce sujet par différentes portes. Et quand tu vas chez un psy, chez un neuropsy, on t'explique que du coup, tu as un QI, on t'explique le fonctionnement essentiellement mental. On aborde, je vais essayer de faire plus vite que tout à l'heure. Normalement, j'ai laissé ouvert, voilà. J'ai tendance à utiliser cette métaphore-là. Je vous ai parlé de la guitare tout à l'heure, mais j'utilise aussi beaucoup celle-ci, celle du Rubik's Cube. En fait, quand les gens viennent me voir, ils sont un peu comme ce Rubik's Cube. C'est-à-dire que tout est là, il y a toutes les ressources, mais pardon de l'expression, c'est le bordel. C'est-à-dire que les gens ne savent pas comment composer avec toutes ces ressources. Donc, ils ont fait un bilan où ils ont lu et on leur a beaucoup parlé de l'aspect intellectuel, c'est-à-dire d'une des phases de ce cube. On leur a beaucoup parlé d'intelligence et l'intelligence telle qu'elle est beaucoup présentée et reconnue sur le plan social, ça passe avant tout par notre cerveau. Et on leur dit, vous êtes intelligent, mais souvent, mais vous êtes sensible. Donc, on commence à voir qu'il y a une autre phase qui est celle de l'émotion. Or, je ne sais pas si tu as déjà fait le Rubik's Cube. Oui. Ok, ben, tu sais que si on fait une face indépendamment des autres, on ne peut pas faire le Rubik's Cube. Et selon moi, cette forme de présentation, elle revient à ça. C'est-à-dire que les gens ont compris ce qu'était le haut potentiel, ils sont rassurés parce qu'ils ne sont pas fous, il y en a d'autres et ça a un nom. Alors ça soulage, ça fait du bien, mais ça fait du bien qu'un temps parce que ça n'apprend pas à faire le Rubik's Cube, tout ça. Ça apprend juste qu'il est normal que cette face blanche soit plus intense et que la contrepartie, c'est qu'il y ait une autre des faces qui reviennent souvent à la surface. Ce que j'aime présenter, en tout cas, c'est vraiment ma façon de travailler, c'est de faire comprendre qu'on ne peut pas faire les faces du cube de façon isolée. Toutes les faces sont interdépendantes. Alors effectivement, quand les gens viennent me voir, je leur apprends comment fonctionne leur cerveau. On se sert de neurosciences, on se sert d'apports scientifiques pour comprendre comment ça fonctionne, mais sans jamais oublier de se rappeler qu'il existe les autres faces, les 5 autres phases dont je vous ai parlé tout à l'heure, les compétences émotionnelles, pour répondre du coup à comment on gère ses émotions. On apprend ce qu'est une émotion, on apprend que c'est indispensable de les écouter. C'est un besoin vital, une émotion. C'est comme l'envie de faire pipi ou l'envie de manger. On peut la contrôler un certain temps, mais l'excès de contrôle amène nécessairement à une perte de contrôle. Donc, l'absence d'écoute de ces émotions génère une somme d'émotions qui s'appelle l'angoisse. C'est un petit peu comme si vous aviez toutes les factures qui se sont empilées sur le bureau et que vous arrivez devant le bureau et que vous avez tout ça à faire. Ça génère de l'angoisse. Compétences relationnelles.
apprendre à être dans une bonne intelligence relationnelle avec soi-même, de soi à soi et de soi avec les autres, en sachant que quand on est dans une bonne relation à soi, ben, nécessairement la relation avec les autres est améliorée. Dans une relation au corps qui soit apaisée, parce que nos émotions et notre corps sont indissociables. Ce corps est le véhicule dans l'allégorie de la calèche, c'est le véhicule avec lequel on traverse la vie. Et vous avez le choix de voyager ou en première classe ou dans un wagon à bestiaux. Autant voyager en première classe avec ce corps. Tout ça, ce sont des compétences qui se développent, qui s'apprennent. Chacune de ces phases, c'est une porte ouverte sur des apprentissages qui sont tous interreliés. Si je vous dis que quand vous avez un conflit avec quelqu'un, ça a un impact sur vos émotions. On va se sentir frustré, en colère, triste, de façon extrêmement intense. Ça a un impact sur notre corps. On va sentir que dans notre corps, ça va générer des tensions, des nœuds, voire même des symptômes psychosomatiques. Ça peut être de l'eczéma, un lumbago ou autre chose même plus importante. À chaque fois que vous touchez à une face, vous touchez à toutes les faces. Et chez le haut potentiel, en touchant à une face, il touche intensément à chacune des autres faces. Donc, le job de la personne au potentiel, et c'est vraiment un job, c'est d'apprendre comment fonctionnent les relations. Et moi, dans mon travail, je permets aux gens de comprendre les modalités relationnelles et comment entretenir de bonnes relations avec soi-même et avec les autres. Comment on gère ses émotions. On ne s'empêche pas de ressentir, au contraire, on s'autorise à ressentir, mais on décode. On sait exactement ce que tel signal signifie et donc quelle action va avec tel signal, ce que ça m'engage à faire. Une émotion, c'est quelque chose qui nous pousse à rétablir de l'équilibre. C'est un symbole de déséquilibre. Et donc, ça génère une action, un mouvement, une mise en mouvement pour rétablir un équilibre. Donc, si on ne les écoute pas, on augmente le déséquilibre. Donc, dans le travail que je propose, moi, je permets aux gens de comprendre chacune des faces en termes de connaissances et d'outils très pratiques. Et une fois que le cube est en ordre, on voit bien que c'est les mêmes ressources qu'au début, sauf que là, elles sont en ordre. Je m'amuse à dire que là, on peut passer à l'étape d'après, qui est le rayonnement. Et c'est pour ça que je m'amuse à parler, je dis bien je m'amuse à parler de haut potentiel rayonnant, parce que je trouve que c'est bien plus intéressant que haut potentiel intellectuel. Intellectuel, c'est un cul-de-sac. Notre cerveau, si je prends l'allégorie d'un taxi, par exemple, c'est le chauffeur du taxi. Or, quand vous montez dans un taxi, vous ne dites pas au chauffeur « amenez-moi où vous voulez ». C'est vous qui décidez de la réaction, de la direction. Et effectivement, le taxi met tout en œuvre pour vous amener à destination. Eh bien, notre cerveau, c'est comme le chauffeur du taxi. Il met tout en œuvre pour nous amener à destination. Mais encore faut-il savoir où je veux aller, dans quel voyage je veux partir, dans quelle destination, quel est mon but, quel est le sens que ça a. Et ça, c'est moi qui dois le faire. Et je dois le faire avec toutes ces cordes-là, toutes ces facettes-là. Et donc, pour toi, les hauts potentiels intellectuels ont tous les mêmes sens que les autres, mais décuplés. Exactement. C'est un amplificateur. Le haut potentiel, je le vois vraiment comme un amplificateur. Un amplificateur énergétique, un amplificateur émotionnel, un amplificateur sensoriel, un amplificateur intellectuel, un amplificateur de questions métaphysiques. Et c'est vraiment en ayant le courage d'aller gratter dans chacune, d'aller vraiment accorder chacune de ces cordes. Il y a des cordes qui sont vraiment trop peu utilisées. Aujourd'hui, quand on parle d'énergétique, on s'attend à des choses ésotériques. Or, on connaît le potentiel énergétique de chacune de nos cellules. On sait maintenant que ce n'est pas parce que quelque chose est invisible que ça n'existe pas. Quand les militaires utilisent des lunettes infrarouges pour voir le champ thermique de leurs ennemis, on ne le voit pas, le champ thermique, à l'œil nu. Sauf que quand on met des lunettes infrarouges, on le voit. Le champ énergétique, le champ électromagnétique de notre cerveau, le champ électromagnétique de notre cœur, aujourd'hui, on peut les mesurer de façon physique. Et on a tendance à encore
mettre des tabous sur ces aspects-là qui sont. On est capable de faire un électrocardiogramme et quand on sort de chez le médecin, ce potentiel électrique n'existerait plus, alors qu'on vient de l'utiliser 5 minutes avant pour pouvoir faire un diagnostic. En fait, ce potentiel énergétique est quelque chose qu'il faut apprendre à comprendre et apprendre à entretenir. C'est véritablement, et il est très en lien avec ce que l'on pense, avec ce à quoi l'on croit. On sait que les émotions de haute fréquence telles que la joie, l'amour, la gratitude augmentent notre champ électromagnétique, notre potentiel énergétique, alors que la peur, la colère ont tendance à l'abaisser. On sait très bien que notre système immunitaire et notre système énergétique sont très en lien. On sait très bien que la peur, le stress génère du cortisol, de l'adrénaline qui épuise sur le plan psychique, sur le plan énergétique, sur le plan cellulaire. Tout ça, on connaît très très bien ces mécanismes. Mais quand on parle de développement personnel, c'est comme si quand on commençait à parler de ça, ça devenait ésotérique. Or non, aujourd'hui, on bénéficie de connaissances en matière de biologie, en matière de physique, qui nous permettent d'avoir une compréhension très fine et très cartésienne de tout ça. Or, le haut potentiel, il ressent intuitivement ça, il ressent qu'il capte l'énergie des autres, il ressent qu'il est une éponge, et si on ne lui met pas des mots dessus, si on ne lui donne pas des compétences concrètes pour pouvoir apprendre à le gérer, plutôt que de le subir, ben en fait, il continue à le subir. Moi, mon job, c'est d'apprendre aux gens à ne plus subir, mais à prendre la responsabilité d'en faire quelque chose. Et d'en faire quelque chose qui devient vraiment un truc kiffant. Oui. Pour finir, pour les personnes qui ont pu s'identifier dans tout ce qu'on a dit, comment peut-on être diagnostiqué HPI? Alors, ben, le diagnostic, le terme, on pourrait en parler longtemps, mais si tout le monde est OK sur ce terme, en tout cas, s'il est compréhensible, moi, je m'en fous. Je ne veux pas faire de polémique sur les mots. Mais en tout cas, vous pouvez aller chez un neuropsychologue, un psychologue, bien entendu formé à la précocité intellectuelle, formé au potentiel intellectuel, c'est extrêmement important parce que un bilan, c'est juste un des indicateurs. C'est exactement comme quand vous êtes malade, vous prenez votre température, vous avez de la fièvre. Bon, ben, si vous avez de la fièvre, on sait que il y a quelque chose derrière. Mais on ne sait pas quoi. C'est un des indicateurs. Si vous allez chez quelqu'un qui est formé au potentiel, même avec un bilan qui pourrait ne pas passer la barre des 130, c'est-à-dire qu'il y a des faux négatifs. C'est un peu comme dans le Covid. Il y a plein de faux négatifs et on pourrait même considérer qu'il y a des faux positifs. Donc, c'est pareil. Je ne voudrais pas polémiquer, mais ça marche dans les deux sens. Mais en tout cas, il y a une anamnèse, il y a des tests de personnalité, il y a la compréhension d'une façon d'être au monde. Et puis, ça peut être l'occasion de lever d'autres blocages, de repérer, par exemple, des troubles 10, des troubles de l'attention, qui pourraient venir entraver la pleine expression de ce potentiel. Moi, si je peux me permettre d'exprimer mon témoignage personnel, donc moi j'ai été diagnostiqué à 5 ans et demi à la suite de désintéressement en classe de moyenne section, désintéressement, refus de dormir, de manger, ou alors complications. Je suis quand même passé en classe de grande section pour faire un premier mois, pour lequel j'ai voulu totalement ne pas continuer par intéressement de la classe supérieure. Donc j'ai été déscolarisé. Un médecin, un médecin est venu voir comment ça se passait à l'école, qui a confirmé que ça n'allait pas. Et donc j'ai fait un diagnostic chez une psychologue sur Amiens. Donc j'ai été diagnostiqué HPI avec un QI de 141, il me semble. Et donc un inspecteur de l'Académie nationale m'a fait passer directement en CP, où là je me suis retrouvé avec des personnes donc d'un an de plus que moi, où les enseignements étaient plus intéressants, enfin, je les trouvais plus intéressants. Et donc, ça me passionnait plus. Et donc, j'avais l'envie de travailler, si on peut le dire comme ça. Et par la suite, j'ai pas eu tellement de soucis, j'ai pas eu de problème social. J'ai eu des problèmes d'écriture un petit peu
comme c'était indiqué. On le retrouve. Et là, enfin, moi, je suis passionnée de travailler sur les réflexes archaïques, mais dans le travail que je fais, je retrouve dans 80 à 90%, c'est pareil, mon chiffre. J'adorerais le rendre scientifique, j'adorerais mener vraiment une étude fiable là-dessus, mais sur la non-intégration des réflexes archaïques chez les personnes à haut potentiel, donc l'absence de quatre pattes et les troubles de la motricité fine, bien heureusement, avec ce travail, sont des choses qui peuvent très rapidement rentrer dans l'ordre, en tout cas être considérablement améliorées. Et ensuite, bon, mon écriture, ça s'est amélioré depuis. Mais j'ai eu une dernière expérience là d'être en études de comptabilité et gestion, où je suis parti en école d'ingénieur sur Caen, où j'étais totalement seul, sans avoir fait de physique au lycée, et où bah, c'était intéressant quand même, mais pas ce que je recherchais, et d'un niveau inatteignable pour moi en fait, où je me suis totalement bloqué, je me suis fermé par rapport à l'éloignement et la matière, enfin, et les matières principales. Et où donc là, sur Amiens, même si il y a eu quelques difficultés d'ennui ou des choses comme ça se passe bien pour le moment. Donc là, Voilà. actuellement, tu fais quoi? Des études de comptabilité-gestion, un diplôme de D'ac- comptabilité-gestion, exactement. Ok, Voilà. d'accord. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu as encore des questions? Non, non. Ok. Est-ce que ça répond à tes attentes? Oui, 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 Oui. oui. Ok, donc ce qui est vraiment, ouais, ce qui me semble vraiment important, c'est d'abord savoir qu'on peut très bien le vivre, même quand ça a été longtemps compliqué, que c'est souvent par méconnaissance des différents modes de fonction, méconnaissance de comment on accorde chacune des cordes, que ça joue faux, que la mélodie n'est pas celle que l'on aimerait jouer, mais que l'on peut, alors, euh, facilement, je voudrais pas vendre du rêve, parce que c'est pas vrai que c'est que facile, mais qu'on peut, avec de l'entraînement, et qu'on peut, avec de l'envie, et qu'on a tout à gagner à le faire, euh, comprendre des choses qui paraissent, qui sont vraiment accessibles, qui sont passionnantes, qui croisent de multiples, en fait, moi, ce que je m'amuse à faire, que je trouve enfin, vraiment qui me fait kiffer, c'est montrer à quel point la biologie dit la même chose que la physique, qui dit la même chose que la philo, qui dit la même chose que la psycho, qui dit la même chose que de nombreux enseignements millénaires, et qu'on a longtemps fermé les yeux et les oreilles là-dessus. Et le fait de ne pas en avoir, de ne pas y mettre le nez, le fait de ne pas s'approprier ça, crée de la souffrance. Et à mon sens, de la souffrance inutile. Et qu'en comprenant bien comment fonctionnent c'est quoi une relation, quels sont les différents jeux, l'analyse transactionnelle est passionnante pour le comprendre et très pragmatique. Qu'est-ce qu'une émotion? Qu'est-ce que me dit chacune de mes émotions? C'est quoi ce système énergétique que j'entretiens? Quelle relation je peux avoir avec mon corps? Qu'est-ce qui est engrammé dans mon corps? Parce que nous avons des réflexes de pensée, mais nous avons aussi des réflexes émotionnels, des réflexes corporels. Et donc, on peut reprogrammer tout ça. La plasticité cérébrale et neuronale est merveilleusement faite. Comment fonctionne mon cerveau? Jusqu'à quel point il est mon meilleur ami et à quel point il peut aussi être mon pire ennemi parce qu'il interprète des réalités, parce qu'il m'empêche de voir d'autres réalités, parce que tant que je ne l'ai pas reprogrammé, comme j'ai dit quand je monte dans le taxi, lui, son job, c'est de me montrer ce que j'ai programmé dans le GPS. Mais je peux programmer mille autres choses dans le GPS. Et ça, j'en ai la possibilité, la responsabilité. Et quand je comprends comment ça fonctionne, et c'est le travail que je fais avec les gens que j'accompagne, mais c'est de la pure magie. Le mot magie va passer pour ésotérique, mais c'est pour montrer à quel point c'est jouissif, c'est un jeu et qu'on n'est pas condamné à souffrir. Vraiment pas. Pour clore cette interview, j'ai appris justement sur le groupe auquel j'appartiens des HPI, que, il y a plusieurs personnes qui souhaitent. Déjà, il y a plusieurs personnes qui me soutenaient dans ce projet. Mhm. Il y a une personne qui habite au niveau de Clermont-Ferrand qui avait lancé une association
qui s'était totalement arrêté, qui voulait relancer cette association. Et j'ai eu encore deux, trois personnes qui voulaient créer une espèce de structure où les HPI pourraient, virtuels ou réels, où les HPI pourraient se retrouver pour parler justement d'eux-mêmes et s'entraider si besoin. Bah, Voilà. moi, ce que je peux te proposer, si tu veux, c'est si tu regroupes un groupe de personnes, moi, je veux bien vous offrir une conférence, le faire gratuitement. J'ai une conférence qui fait à peu près 2 heures, entre 1h45 et 2 heures, et qui explique ce qu'est le haut potentiel. Et si ça intéresse ces gens, ben, avec grand plaisir, parce que l'idée, c'est de ne pas laisser les gens souffrir inutilement. Donc, ça serait ma contribution à ton job. C'est gentil, c'est très gentil, je leur en parlerai. Et puis, on fixera une date, je pense, parce que je pense qu'ils seront tous d'accord pour avoir cette conférence. On leur parlera du Rubik's Cube et de la guitare. Et merci beaucoup pour cette aide et cette interview. Ben, merci à toi, bravo pour ton initiative. Enfin, je trouve que voilà, je te trouve super engagée, je te trouve d'abord super agréable parce que c'était vraiment agréable cette rencontre. Et puis tu as raison. Apprends à te connaître. Se connaître, plus que ça, s'aimer. Enfin, vraiment, ça c'est mon cheval de bataille. C'est vrai pour le HP, c'est indispensable au HP, mais c'est vrai pour tous les autres. Apprendre à se comprendre. Alors, le premier module des séminaires que je fais, ça s'appelle comprendre, accepter, s'aimer. Comprendre, accepter, kiffer. Et vraiment, l'idée, c'est que quand on est dans une bonne relation avec soi, quand on a compris, quand on s'est accepté, quand on a compris qu'on n'avait pas besoin d'être compris pour être aimé. Ça a l'air de rien, mais c'est super important. L'HP, il a toujours besoin qu'on le comprenne parce que lui, il veut comprendre. Or, les autres, il en a rien à faire de comprendre. C'est pas, enfin, pareil, je voudrais surtout pas que ce soit pris quelque chose de méprisant. Mais en tout cas, c'est pas dans la même dimension. Mais par contre, il peut très bien aimer quelqu'un qu'il ne comprend pas. Et on peut très bien être aimé sans être compris. Et on peut très bien être compris sans être aimé aussi, d'ailleurs. Et quand on a fait ce pas-là, tu as raison d'aller vers une meilleure compréhension de qui tu es, pour une meilleure acceptation de qui tu es, pour pouvoir t'aimer pleinement et pour pouvoir jouer avec toutes tes ressources. Jouer la musique que tu es capable de jouer. Nickel. Pour moi, c'est bon. Si vous avez encore quelque chose à Non, non, rajouter. je serais capable, mais non, c'est ton interview.